Denis, ça va Ouais. bien? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Yes. pour l'invitation. C'est super, super, super sympathique. J'aime beaucoup Écoute, partager. vraiment, t'es quelqu'un de très sharp, t'es bon dans ce que tu fais. Et ça fait un bout là, que je voulais t'inviter, t'avoir sur la plateforme. Je te vois là dans différents podcasts, t'es très en demande. Donc c'est vraiment un honneur pour moi là, de t'avoir. Pour ceux qui te connaissent pas, si on peut commencer comme ça, Ouais. explique-moi dans le fond qui tu es, ton parcours, d'où tu viens, etc. Mais dans le fond, si vous reconnaissez souvent l'accent, là, je viens pas d'ici. Même si au Québec, tout le monde est immigré at some point. Puis, non, je viens de France. Je suis né dans la région parisienne. J'ai déménagé dans le sud de la France pour faire une école d'ingénieur où j'ai exercé en tant qu'ingénieur pendant à peu près 18 mois avant de finalement déménager au Québec, puis vraiment bénéficier de l'entrepreneuriat, la facilité de l'entrepreneuriat au Québec. Hmm. Puis on a créé plusieurs compagnies technologiques au Québec. Wow. Puis dans le fond, c'est ça qui a avancé. Après, on a fait toutes les étapes. Là. C'était comme un jeu de Super Mario Bros. Où tu commences, tu as un visa d'1 an, puis après tu as un visa de 2 ans, puis après tu as une résidence permanente, puis après avoir une résidence permanente, tu as une citoyenneté, etc. Puis là, tu as fini le jeu, puis là, c'est comme, OK, it's all good. Donc maintenant, je suis citoyen canadien, mais j'ai la double citoyenneté, donc française et canadienne. Nice. Mais voilà, beaucoup, comme j'étais beaucoup dans le technique au début, puis après beaucoup dans l'entrepreneuriat, où j'ai touché à tous les domaines de la technologie, que ce soit le marketing, le développement logiciel, le développement électronique, la gestion de projet, les opérations, la vente, les subventions. Voilà. Et puis en parallèle, j'ai acheté de l'immobilier le lendemain de ma résidence permanente. Wow, OK. Ouais. OK. Bon, première des questions. Tu viens de France. Ouais. Pourquoi, je veux dire, tu aurais pu aller à plusieurs endroits? Pourquoi c'est le Québec spécifiquement? Ben, Qu'est-ce que c'est tu as une bonne- vu ici que d'autres personnes Ah, n'ont j'avais pas jamais vu? été au Québec avant. Hein. Jamais? Non. Wow. Et puis en fait, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. C'est pas une erreur, mais en gros, OK, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un stage à peu près de 2-3 mois aux États-Unis. C'est la première fois que j'allais en Amérique du Nord. OK. Puis c'était un stage dans les summer camps. Puis je m'occupais, je faisais du jardinage et tout ça. Mais tu vois, la mentalité nord-américaine qui était basée sur la méritocratie et pas sur la bureaucratie. En France, c'est très bureaucratie. OK, ça fait 5 ans que tu es à cet emploi-là. Tu peux passer à chef de division avec tel salaire, tel nombre de vacances, tel truc, etc. Puis après plusieurs années, tu continues les échelons. Alors que la mentalité nord-américaine, c'est très basé sur la méritocratie. Méritocratie, c'est quoi? C'est comme, OK, you hustle, you grind. Tu sais, comme tu t'en veux, tu as le couteau entre les dents, puis tu veux te lancer. Ben, tu sais, ça changera. Tu sais, tu pourrais passer de concierge à chef de je sais pas quoi. Là. Tu sais, si tu as l'envie, que tu as le couteau entre les dents, puis que tu te donnes. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose quand. Et puis je suis pas resté 10 ans, là, je suis resté 3 mois. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans la culture nord-américaine. Maintenant, c'est sûr qu'aux États-Unis, tu as beaucoup de. Tu n'as pas le filet social que tu as en Europe ou en France au niveau de la santé, au niveau de tout ça. Puis quand j'ai fini mon école d'ingénieur, puis que j'ai travaillé, je me disais, j'aimerais bien faire une année d'expérience à l'étranger. Le Canada, il y avait quand même beaucoup d'accords entre la France et le Canada, ce qui faisait vraiment que la facilité de faire ce qu'on appelait un Working Holiday Visa, là, un PVT, un programme vacances-travail. C'est comme un visa d'1 an où tu peux soit faire 1 an de vacances, soit faire 1 an de travail. Puis il y avait cette facilité-là. Puis moi, j'étais avec ma future femme. Puis on se disait, écoute, on n'a pas d'hypothèque, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de dette, on n'a pas. C'est pas comme si on était dans une entreprise avec une carrière de 15 ans et qu'il fallait lâcher ça. Tu sais, il n'y a rien qui nous retient. Il n'y a rien qui nous retient. C'est comme le sweet de spot se pour se lancer. lancer à l'action. Ben oui. Est-ce que c'est plus dur quand même? Je dis pas que c'est impossible, mais est-ce que c'est plus dur quand tu as 3 enfants puis que tu dois déménager, puis là, tu as la garderie à trouver, tu as les écoles, tu as les bidules, puis là, ça faisait 10 ans que tu étais en carrière. Est-ce que tu as trouvé un job qui est aussi intéressante et tout ça? Tu as une hypothèque et là, il faut que tu vendes la maison, les trucs. On n'avait rien. On n'avait rien. C'est le moment de le faire, c'est genre là. Donc, en gros, c'est un petit peu ça qui a fait. Puis, au tout début, on voulait aller à Toronto ou Vancouver. Mais on s'était dit, on atterrit à Montréal pour faire tous les papiers, pour finaliser les papiers. Puis, finalement, on est arrivé comme au mois de juin à Montréal. Puis,
à Montréal, le mois de juin, juillet, c'est comme incroyable avec tous les festivals, avec toutes la bouffe, le truc, etc. C'est genre, et puis on est tombé amoureux de ça, et puis du coup, on est resté. Fait que tu devais venir à Montréal seulement pour signer des papiers et repartir dans le Ben oui, ben pour, tu sais, faire un petit peu tous les papiers, le RAMQ, bidule, puis finalement, tu sais, on a pris un appartement d'un mois, puis finalement, on est resté beaucoup plus longtemps. Wow. Ben, en fait, on est resté, pas compliqué, on est resté 10 ans plus tard. On est resté 11 ans. Wow. Et donc, moi, dans le fond, la question aussi que je voulais te poser suite à ça, c'est entre le moment que tu arrives à Montréal, au moment où tu fais ton premier deal, c'est qu'est-ce qui se passe? Mais là, tu me dis que tu as fait ton premier deal. Combien de temps après arriver ici? Mais en fait, c'était 3 ans. Parce que je suis arrivé ici avec un visa de travail. Donc, visa de vacances et de travail. Donc, long story short, tu n'as aucun prêt. Tu peux pas être caution de quoi que ce soit en termes de prêt. Donc, tu vaux rien. Tu dois mettre 50%, 60% de mise de fonds. Et puis, j'avais pas cette mentalité-là. Je venais juste d'arriver. Tu vas pas commencer à acheter un appartement ou acheter quoi que ce soit quand ça fait juste... Donc, moi, j'ai vraiment focusé sur les business technologiques, à développer ça de 1 à 60 employés, etc. Bref. Mais, donc ça, c'est ça. Mais à chaque année, genre, on passait d'un visa d'1 an à un visa de 2 ans, puis après un autre visa, etc. Puis là, on était comme, OK, maintenant, on va demander la résidence permanente, au moins juste pour arrêter de demander des visas de 6 mois à chaque fois, c'est chiant. Donc, on a eu la résidence permanente, puis je me rappellerai toujours, mes parents, ils ont fait quelque chose qui est vraiment incroyable. Et puis, tu sais, on parle de l'éducation financière, puis à l'école, on fait pas vraiment d'éducation financière, puis l'éducation financière se fait vraiment régulièrement de façon générationnelle. Donc, tes parents te montrent une certaine éducation financière. Puis eux, sans forcément m'en parler, ils m'avaient montré quelque chose. Ce qu'ils avaient fait, c'est que quand chaque enfant est né, donc j'ai 2 frères, ils avaient acheté comme un petit condo étudiant où eux, ils récoltaient le cash flow, les loyers à chaque mois. Puis ils se disaient, on va le garder jusqu'à ce que tu as 20, 21, 22, 23 ans. Et puis quand tu seras rendu à acheter ta première propriété, ben on le vendra. Puis tu utiliseras ça comme apport. Puis moi, je trouvais ça incroyable comme système. C'est genre, quelle aide dans la vie de dire, même si j'économisais beaucoup, mais tu sais, c'est pas des gros montants, là, c'est peut-être 50, 60 000 $ ou whatever. Mais tu sais, c'est vraiment comme incroyable. Et puis eux, ils en ont bénéficié pendant 20, 21, 22 ans. Puis moi, je trouvais ça tellement incroyable que je me suis dit, ben là, j'ai mis peut-être 50 000 ou 70 000 de côté. Là, je vais peut-être recevoir un 50 000. Au lieu d'acheter un appartement ou une maison ou un truc, pourquoi je n'achèterais pas un triplex? Parce que là, j'ai 2 loyers qui m'aident à me payer mon hypothèque, etc. Donc voilà. C'est en gros le lendemain qu'on a eu notre résidence permanente, on avait une promesse d'achat acceptée sur un triplex. Wow. À Verdun. Le lendemain. Ouais, le lendemain. Puis on recherchait. Puis quand c'est arrivé, on était comme, OK, go, let's go, that's it. Wow. Puis voilà. Puis après, 3 mois après, on l'avait acheté. Oui. Tu as un mindset vraiment entrepreneurial. D'où tu as pris ça, en fait? Est-ce que tes parents étaient dans l'entrepreneuriat? Non, pas du tout. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est encore un petit peu familial. Mes parents, pas du tout dans l'entrepreneuriat. Ma mère a arrêté l'école, je pense qu'elle avait 15 ans. Mon père, peut-être 18. Puis ils ont toujours été employés à travailler fort. Par contre, ils m'ont vraiment appris à le travail récompense. Tu sais, genre, tu travailles fort, tu vas récupérer les fruits de ton travail. Puis, tu sais, c'est ça, il faut que tu mérites, etc. Mais un de mes frères, donc j'ai un frère qui est pompier, puis l'autre qui a fait aussi une école d'ingénieur. Puis lui, il est vraiment toujours parti dans le mindset. Il a 11 ans de plus que moi, là. OK? Puis il est toujours parti dans le mindset de créer des sociétés. Wow. Puis c'était un peu le mouton noir au début de la famille. Tu sais, ma mère qui disait, non, tu sais, comme travaille 40 ans dans la même société, tu vas avoir comme 25 semaines de congés payés, whatever, je sais pas, là. Puis lui, t'es comme, non, moi, je crée des sociétés, tu vas avoir, I'm gonna be the next Bill Gates, whatever. Tu sais, j'ai comme... Puis... C'est vrai que quand j'étais jeune, quand je voyais ça, ça me paraissait un peu farfelu. Tu sais, j'étais vraiment comme... C'est bizarre, tu sais. Alors que tu pourrais te mettre beaucoup moins de stress à travailler pour quelqu'un, etc. Mais ça a planté comme une petite graine. Et puis, quand tu arrives au Québec, puis tu te rends compte à quel point c'est facile d'être entrepreneur,
Puis quand je dis facile, je dis pas qu'il faut pas travailler. Je dis que c'est accessible. Exact. OK? C'est-à-dire quoi accessible? C'est-à-dire que ça te prend 3 heures à créer une société sur le registraire. Là, je suis en train de créer une société en France pour ouvrir notre division de flip à Paris. Puis ça fait 1 mois et demi que je suis dessus. Wow. Là. Puis là, c'est comme 1 million de questions. Il faut créer des comptes en capital, etc. Au Québec, là, 3 heures. Là. 3 heures. Et au pire, tu n'as même pas besoin d'avocat pour faire ça. OK? 3 heures. Ouvrir un compte en banque, ça prend 25 minutes. Puis demander une marge solution libre à faire chez Desjardins, ça va prendre quoi? Tu sais, tu vas peut-être avoir entre 50 et 100 000. 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines à la limite. Fait que c'est accessible. C'est super accessible d'être entrepreneur au Québec. Yeah. Tu sais, on chiale souvent sur un paquet d'affaires, mais comme il faut capitaliser sur qu'est-ce qu'on a. Là. Yeah. Puis je pense que c'est ça qui amène vraiment l'innovation. Wow. Et donc, vraiment, OK. Donc là, en France, tu fais de l'immobilier aussi. Ben là, on ouvre la division. Là, je vais à Paris dans 2 semaines. OK. On ouvre la division de Flip Yeah. là-bas. Fait que vraiment, comparé en France, t'as étudié peut-être aux États-Unis aussi, vraiment, tu vois qu'au Québec, il y a quelque chose de spécial pour l'entrepreneuriat. Mais je pense que c'est un bon entre-deux. Tu comprends? En France, c'est très bureaucrate, très difficile d'être entrepreneur. Mais on parlait de gouvernement maman, là. T'es vraiment aidé de toutes les bords. Genre, tout ce que... T'as un gros filet de sécurité sociale, etc. Tout ce qui est chômage, tout ça, c'est retraite. T'as beaucoup d'aide. Aux États-Unis, c'est l'antipode. Donc, t'as rien. Là. Alors, c'est 100% capitaliste. Là. Il t'arrive quelque chose, tu payes pour. Je dis pas qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre. Mais au Québec, c'est un peu un entre-deux. T'as la partie méritocratie, entrepreneuriat, comme... Tu peux t'en sortir, tu regardes par exemple, je sais pas, Réginier Courtemanche ou comme Luc Poirier, c'est des personnes qui sont parties de sweat fuck all. Ils sont partis de rien, là, rien, vendre des cartes de hockey ou alors avoir une compagnie de tonte de gazon. Là. Yeah. Ils sont partis de fuck all. Donc, ils sont partis de rien. Puis tu vois qu'ils réussissent parce que ils ont mis l'effort, parce qu'ils ont eu la vision, parce qu'ils ont mis des actions en place. Donc, tout en ayant, comme je disais, un petit peu la sécurité sociale, trucs, etc., qui fait qu'il y a un filet, contrairement aux États-Unis. Fait qu'ici, dans le fond, l'entrepreneuriat est accessible. Est accessible. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est accessible que tout le monde va y accéder. C'est pas parce que c'est accessible que c'est facile. C'est ça. Mais l'une des choses aussi, c'est passer à l'action. Une des choses que tu prônes beaucoup, vraiment, c'est de passer à l'action. C'est quoi ta perspective sur prendre action, passer à l'action et comment est-ce que ça a changé ta vie? Ben, regarde, c'est super simple. Il y en a beaucoup qui disent knowledge is power. Moi, je dis toujours knowledge is not power. Knowledge plus action is power. Donc, c'est une la formule, connaissance plus l'application de cette connaissance, ça donne le pouvoir. Puis, il y a un livre qui est super intéressant qui s'appelle The 5 Second Rule, donc la règle des 5 secondes. C'est quoi? C'est essayer de... Les plus grands entrepreneurs de ce monde, ils prennent des centaines et des centaines de décisions par journée. Mais tu sais, une décision, ça peut être aussi comment tu t'habilles le matin. C'est pour ça que, par exemple, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, ils s'habillent toujours de la même façon. C'est parce qu'ils veulent pas avoir de la charge mentale de prendre une décision le matin de comment ils s'habillent. Pour eux, ça se dit, comme ça, je vais déloader mon cerveau. Mais moi, je suis dans l'action et puis je me dis, vaut mieux que je prenne des milliers de décisions dans une journée, quitte à ce que peut-être 40% de ces décisions-là soient mauvaises ou pas bonnes. Mais je vais pouvoir le réajuster très rapidement. Pour prendre un exemple, si tu prends, imaginons, une décision à tous les mois. Imaginons, regarde, tu as des objectifs. OK, je veux acheter un 6 logements à la fin de l'année. Puis là, tu fais juste un checkpoint le 1er juillet. Alors, le 1er janvier, tu dis je vais l'acheter. Puis là, tu dis je vais chercher, j'ai n'importe quoi, les expirer. OK, je vais chercher les expirer. Tu fais ça pendant 6 mois, ça marche pas, mais tu rajustes pas au final. Tu fais juste continuer à chercher les expirés. Tu cherches les expirés, tu cherches les expirés, tu cherches les expirés. Puis là, tu arrives au 1er juillet. Bon, là, j'ai toujours pas trouvé de 6plex. Bon, je vais ajuster là. Je vais peut-être chercher ce qui est en vente sur le marché là. Puis là, tu cherches ce qui est en vente sur le marché, puis ça marche pas. Moi, je suis dans... Je fais prendre beaucoup de décisions. Je vais essayer d'expirer, ça marche pas pendant une semaine, je vais essayer quelque chose d'autre. Tout le temps. Donc, en gros, moi, j'oriente très rapidement. Imaginons que tu as une île,
tu veux conquérir l'île, puis tu as un bateau, tu mets ton cap, puis là, tu avances de 100 mètres, puis tu te rends compte que tu n'es pas dans la bonne direction, boum, tu réajustes pour remettre vers l'île. Alors qu'il y en a, ils vont faire ça, genre 10 ans après, là, et là, ils se retrouvent, ils sont comme à 50 km de l'île, puis là, c'est comme, ah, fuck, il faut que je fasse tout un U-turn, ou il faut que je fasse tout plein, tu sais. Donc moi, je prends beaucoup de décisions très rapidement, quitte à ce que la moitié soit mauvaise, mais je vais le réajuster très rapidement. Fait que t'es très à l'aise avec l'échec, en fait. Ouais. Ou avec... non, mais en fait, c'est... C'est quoi ta perspective sur l'échec? Parce que, en fait, une des choses qui va empêcher plusieurs personnes de prendre action, c'est le fait qu'ils ont peur de rater. Ouais. Mais on sait que plusieurs personnes, le succès, c'est... Enfin, le succès, s'il y avait une formule à ça, c'est sûr que l'échec est quelque part là-dedans. Ouais. Parce regarde, que tu vis une défaite, tu te réajustes. Ensuite, tu vis une autre défaite, tu te réajustes. Et c'est en te réajustant que tu arrives, comme tu dis, vers le succès. Mais comment est-ce que tu peux arriver vers le succès si tu as peur de quelque chose qui est nécessaire, en fait? Mais en fait, il y a 2 points là-dedans qui sont vraiment intéressants, OK? Je vais te le dire comme ça si j'oublie au pire. Il y a fail forward, puis la règle de l'entrepreneur. À l'école, tu passes un examen de mathématiques, puis là, tu as 10 questions, puis par exemple, tu réponds première, deuxième, puis là, finalement, ben, la première, pas bonne, 0, 0, 0, 0, boum, t'as F. OK? L'entrepreneur, on s'en fout de réussir du premier coup. L'entrepreneur, là, tu sais comment ça marche? C'est comme, je vais essayer de faire en sorte que, je sais pas, que cette table fonctionne. Bon, j'essaye, ça marche pas. J'essaye, ça marche pas. J'essaye, ça marche pas. J'essaye, ça marche pas. J'essaye, ça marche. Ça marche! Yes! C'est bon, j'ai trouvé comment. Il fallait mettre 4 pieds. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, on s'en fout que t'as essayé 27 fois. Il suffit que tu réussis une fois. Mais en fait... Il suffit juste que tu réussis une fois. Une fois. Mais ta réussite, cette fois-là, tes échecs avant ça t'ont servi. Parce que t'as appris dans ça, t'étais comme, OK, la table a pas marché parce que la pâte était croche. Parfait, laisse-moi la mettre un peu plus droite cette fois-ci. Tu vois un peu. Et donc, je pense que dans l'échec, il y a de l'information que tu peux aller chercher pour avoir du succès. Mais si à la base, t'as peur de l'échec, tu te lances pas, c'est là que tu passes jamais à l'action. Ben, en fait, l'échec, ça peut arriver, mais une autre phrase, je suis désolé si j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais ça s'appelle fail forward. Forward, c'est ça. Donc, tu rates, mais vers l'avant. Vers l'avant. Avec un but. Tu sais, ça peut être correct de rater, mais as-tu appris quelque chose? Capitalises-tu sur cette expérience-là? Tu sais, ça peut arriver que, je sais pas, là, genre, tu te dis, je vais finir un marathon, puis à 34 km, et que t'es plus capable, tu t'arrêtes. Correct. Mais t'as-tu appris quelque chose? Si t'as rien appris, c'est sûr que c'est une expérience qui est fucking useless. Mais si t'as appris juste un truc, là... Ça a valu la peine. You fail forward. C'est-à-dire que t'as échoué, mais t'as avancé. Ça se reproduira pas. La prochaine fois, tu vas faire peut-être 1 kilomètre de plus, 1,5 km de plus. Peut-être finir ton marathon. Fait, en fait, je pense que c'est vraiment en fait de comprendre aussi que tout a un but, en fait. Et lorsque tout a un but, l'échec a un but aussi, tu vois un peu. Et lorsque tu fais face à une situation difficile, moi, je pense que c'est de tirer le maximum de cette situation-là, en fait. Et si tu es capable de grandir de ça, ben, sans même te rendre compte, tu te rapproches du succès jusqu'à temps que... Ouais, parce que c'est pas parce que tu as échoué que tu t'es pas rapproché de ton but. That's it, c'est vrai. C'est ça le truc. C'est les gens pensent que quand tu échoues, tu fais un pas en arrière, mais peut-être pas, en fait. No, you failed forward. 100%. Et on voit vraiment que c'est dans la tête que ça se passe avant tout. Hein. Ah ben oui. Et je parlais avec un ami, en fait, qui m'expliquait que dès le jeune âge, on est conditionné à apprendre, en fait, que l'échec, c'est mauvais. Ben, c'est ce que c'est le système scolaire, c'est ce que je disais. C'est ça. Genre, ça marche pas. Et là, on met une tape sur la main. Non, c'est pas comme ça. Yeah. Puis, alors que l'entrepreneuriat, c'est comme tu vas échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 25 fois. Il suffit que la 26e fois, ça fonctionne, que comme... Boum, t'es invité à tous les podcasts, puis t'as inventé l'ampoule, t'as inventé whatever, t'as inventé la table à 4 pattes, tu sais, genre. Mais ils s'en foutent qu'avant, t'as échoué 25 fois. Tout le monde s'en fout. Fait que là, bon, on parle de ça, passer à l'action et tout, mais quelqu'un qui nous écoute puis qui veut vraiment briser, c'est... Parce qu'en fait, c'est des barrières mentales. Tu vois un peu. Comment tu brises ça? On s'entend qu'il y a plusieurs personnes, ils ont peur. T'es dans MREX, tu le sais, t'enseignes des gens, Flavium Capital, tu fais de la consultation. Quelqu'un qui veut passer à l'action, comment est-ce qu'il brise ces barrières mentales-là pour ensuite aller de l'avant? Ben,
il y a 2 points là-dessus. OK? La première chose, c'est pourquoi tu fais ça. Parce qu'il n'y a personne qui va changer. Il n'y a personne qui va sortir de sa zone de confort s'il n'a pas un pourquoi assez grand. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, pourquoi tu fais ça? Tu sais, genre, imaginons les gens qui me disent « Ah, je veux investir dans l'immobilier. » Ouais, mais pourquoi? Parce que ça a l'air hot, là. Je pense que c'est un investissement qui a l'air... Non, mais t'as pas compris. Pourquoi tu veux faire ça? Ouais, mais c'est la retraite. OK, mais c'est comme... On va passer plus de temps à savoir pourquoi tu veux faire ça, parce que c'est ça qui va te permettre de te retenir quand tu vas être déprimé, que tu vas avoir un échec, que tu vas avoir tout ça. Parce que si tu n'as pas une base assez solide de pourquoi tu fais ça, c'est sûr que tu pourras pas... Tu sais, c'est comme les gens qui arrêtent de fumer, arrêtent de boire, veulent perdre 20 kilos, etc. Pourquoi tu fais ça? Ah, non, c'est parce que c'est le 1er janvier. C'est parce que c'est un événement calendaire que genre, Chris, on a 360 jours dans une année, puis aujourd'hui, il faut que tu t'inscrives au gym. Ah, pourquoi il n'est pas assez fort? Là? C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui arrête après 3 semaines. Mais c'est un pourquoi qui est assez fort. Déjà, rien que ça va te permettre de et puis, j'aime pas dire sortir de ta zone de confort parce que c'est pas comme si tu jumpais à côté, c'est étendre ta zone de confort. En fait, l'inconfort est toujours là, en fait. Ah, mais l'inconfort, t'as toujours, tu sais. Et je pense que justement, le succès, en fait, c'est d'apprendre à être confortable dans l'inconfort. Ouais. Puis, je dis pas qu'il faut être bon dans tout. Tu sais, je comprends que, comme, imaginons que t'ailles parler en public puis que t'es pas bon. Ben, tu sais, c'est peut-être embauche quelqu'un pour faire ça. Tu sais, mais dans le fond, sors toujours de ta zone de confort. Excuse-moi, pas ça. Étends toujours ta zone de confort parce que c'est ça qui va te faire grandir, en fait. C'est vraiment ça. Wow. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et puis, dans le fond, ça m'emmène à mon autre question. On parle beaucoup de passer à l'action. Ouais. Il y a une pensée, la loi de l'attraction. Ouais. Si tu penses à quelque chose, tu vas le devenir. Est-ce que tu crois en Ben oui. Ben en fait, avant, ça me paraissait mystique parce que moi, je suis quelqu'un... Dans ma tête, c'est toujours master of my fate. Tu sais, genre comme je suis le maître de mon destin. Là. Tu sais, les gens qui me disent « Ah, c'est le destin que quelque chose, etc. » Moi, j'étais comme « C'est pas le destin. J'ai mis les actions pour arriver à cet endroit-là. » Mais après, j'ai vraiment comme... Je suis concentré sur la loi d'attraction, etc. Puis je me suis rendu compte que... Tu sais, c'est comme quand, par exemple, tu changes d'auto. Puis là, tu as une auto rouge. Puis là, maintenant, tu vas focuser juste sur les autos rouges. Puis t'as un chien. Ah, maintenant tu vas focuser à tous les chiens qui ont la même race que ton chien. Donc, mais alors qu'avant, tu les voyais pas. C'est juste parce que maintenant, tu as un biais cognitif qui fait que tu vois que ça parce que tu te concentres là-dessus. Right? Donc, au final, la loi d'attraction, c'est vraiment parce que tu te concentres sur ce que tu veux que tu vas en voir plus. Alors qu'avant, c'était toujours là. Mais c'est juste que tu vois tellement de choses dans une journée que tu as un filtre. Mais là, tu te concentres tellement dessus que genre tu fais que voir ça. Donc imaginons, tu l'appliques, c'est pas la loi de l'attraction, c'est pas comme tu veux acheter un immeuble dans le centre-ville de Montréal, tu serres fort les yeux, les fesses, etc., les poings, et puis tu te dis « Ah, ça va arriver ». Non, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait des actions. Mais en gros, si tu visualises à chaque jour ce que tu veux, par exemple, un immeuble dans le centre-ville de Montréal, un immeuble dans le centre-ville de Montréal, un immeuble dans le centre-ville de Montréal, ben à chaque fois que tu vas marcher sur Sainte-Catherine, tu vas voir les immeubles dans le centre-ville de Montréal, puis tu vas faire comme « Ah, mais là, il y a une pancarte à louer. S'il y a une pancarte à louer, il y a le numéro. » Là, tu l'as vu. S'il y a le numéro, j'ai peut-être le propriétaire, un truc, etc. Et là, tu vas passer à l'action, tu comprends? Donc, c'est vraiment la visualisation, la loi de l'attraction. Pour moi, c'est pas un truc mystique, c'est vraiment, vu que tu concentres ton focus vers quelque chose, ben, tu vas le voir plus souvent. Et du coup, tu vas mettre beaucoup plus d'action vers cette chose-là. Fait que la loi de l'attraction, c'est pas tout, en fait, mais c'est une partie du puzzle. Ça commence par te concentrer sur quelque chose pour le voir, et ensuite, tu prends action pour vraiment le matérialiser. Oui, c'est sûr. Ben, parce qu'il y a personne qui est devenu millionnaire sans rien faire, en restant sur son canapé et en serrant très fort les poings et en disant « Je vais être millionnaire, jusqu'à temps que quelqu'un toque à sa porte et lui donne $1 million. Right? Ça n'a jamais arrivé, ça. Exact. Par contre, s'il dit « Je veux vraiment être millionnaire, je vais être millionnaire », puis le gars, à chaque fois qu'il marche dans la rue, il voit les opportunités, il fait comme oh, « Attends une minute, là, je pourrais ouvrir un restaurant de, je sais pas quoi, ici, de Slovaquie, whatever. » Puis tu sais, comme, tu sais, t'es ouvert. En fait, t'acceptes les opportunités. C'est ça. That's it. Intéressant. Tu sais, tu côtoies beaucoup de personnes dans leurs projets. Tu mentors là, beaucoup de personnes.
C'est quoi, dans le fond, les choses que tu remarques parmi là, ceux qui réussissent pas en immobilier, dans le fond, ceux qui l'ont difficile, en fait? Je sais que, bon, passer à l'action, ceux qui passent pas à l'action, c'est l'une des choses. Quoi d'autre que tu vois en commun là, parmi ceux qui ont de la difficulté à se lancer? J'essaie toujours de penser d'un point de vue positif que négatif, au lieu de dire qui c'est qui réussissent pas, c'est qui c'est qui réussissent. Mais tu sais, genre, imaginons que si on prend du point dessus, c'est les personnes, des fois, qui essayent de tout faire. Tu sais, par exemple, que ce soit dans le développement de terrain. Tu sais, dans le développement de terrain, c'est évident parce que mais tu sais, tu vas pas aller chercher un diplôme d'ingénieur en mécanique, d'ingénieur en électricité, un ingénieur en civil. Tu vas pas aller chercher tous ces diplômes-là pour faire du développement de terrain, right? Yeah. Tu t'entoures de personnes qui sont expertes là-dedans. Mais des fois, dans l'immobilier usagé, ben les gens, ils se disent « Ah, mais non, je vais sauver de l'argent à faire changer mes plantes électriques moi-même. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Mais au final, tout le temps que tu passes à faire ça, à un taux horaire qui est moins important que le tien, ben au final, tu perds un peu ton temps. Donc, ça, c'est une des choses, les gens qui pensent savoir tout faire, ou qui veulent tout faire eux-mêmes, au lieu de s'entourer d'une équipe, d'une dream team. Parce que c'est ça, dans le fond, l'immobilier, c'est d'avoir une dream team. Puis ça, c'est une des choses. Deuxième chose, c'est des gens, ben, comme on disait, un peu passer à l'action, c'est l'analyse qui paralyse. Là. C'est genre, ils ont pris tous les cours partout, etc. Là. Ils savent calculer ça. Là. Genre, ils ont 16 chiffriers de 22 écoles différentes. Puis là, ils sont comme, OK, là, j'ai tout analysé. Mais la réalité, c'est que la majorité des opportunités, tu les crées. Elles sont pas... Tu sais, elles n'arrivent pas sur Centris, puis elles sont comme « Hey, opportunité! Non, tu la crées, en fait. Le truc, c'est que moi, la majorité des propriétés que j'ai achetées, les 11 des 12 dernières propriétés que j'ai achetées l'année dernière, c'était sur Centris depuis plus de 200 jours. Oh. Donc, ça veut dire qu'elles étaient là. Elles étaient là, tout le monde avait reçu une alerte, tout le monde avait regardé ça, tout le monde avait calculé, tout le monde l'avait mis dans son chiffrier. Mais tu as vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. En exact. Fait. Donc, en fait, mais ça, comment je vois des choses que les autres ne voient pas, c'est qu'en gros, je passe vraiment beaucoup de temps à aller sur le terrain. Puis c'est ça que j'avais fait juste avant l'avais fait, là, un workshop sur le terrain. C'est parce que la réalité, c'est que le but, c'est de vous montrer que comme les pièces du puzzle, vous les avez. La théorie, vous l'avez. Maintenant, il faut l'appliquer. Puis c'est une loi de chiffre. Comme Grant Cardone disait, 10x. Tu sais, genre comme si... tu fais 100 analyses. Sur les 100 analyses, tu déposes 10 promesses d'achat. Sur 10 promesses d'achat, tu fais 8 visites. Sur 8 visites, tu fais 5 inspections. Sur 5 inspections, tu fais 4 financements. Sur 4 financements, tu fais... Tu sais, comme, tu as plus de chances d'arriver à acheter ton immeuble. Mais si tu attends le home run, tu sais, comme si tu analyses jusqu'à temps que tu veux juste que ça arrive le home run, toi-même, tu ne seras pas prêt pour frapper la balle. C'est vrai. Wow. Tu n'auras pas parcouru ou fait le chemin pour la frapper comme il faut. En fait, c'est tes expériences, au final, comme je disais un petit peu, tes échecs, de comme tu essaies de négocier, ça marche pas. Ah, damn it. Tu rentres dans un immeuble, là, tu vois une fissure de fondation, tu es comme, aïe, OK, il faut que je sorte de là. Puis après, tu fais une inspection, puis finalement, le gars de l'inspection, il te dit, non, c'est correct, là, c'est une petite fissure qui est correcte. OK, maintenant, je le sais. Donc, quand le deal arrive, ben, tu es prêt en tant qu'humain. Parce que t'as plus peur de la petite fissure, t'as plus peur du locataire qui se ramasse pas trop, t'as plus peur de l'avis de non-conformité de la ville, t'as plus peur d'un petit peu de contamination qui est dans la cour arrière, t'as plus peur de bidule, parce que t'as compris, t'as été sur le terrain pour le faire, puis ça, tu l'apprends nulle part. Wow. Avant d'être dans l'immobilier, t'étais dans la technologie. Ouais. Et puis, je t'ai entendu dire sur un autre podcast, c'est assez intéressant, t'as dit, ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui résolvent des problèmes. Ouais. Et donc, on voit qu'avant même de rentrer dans l'immobilier, tu avais déjà l'habitude de résoudre des problèmes. Ouais. C'est quel type de choses que tu faisais? C'est quoi les projets que tu avais? Ben, en fait, c'est marrant parce qu'il y a la majorité des compagnies, des grosses compagnies, en fait, on les a déjà côtoyées, mais on savait pas qu'elles existaient. Comme, bref. Mais en gros... partout où tu vas, et par exemple, tu as été dans des festivals de musique, puis que tu as un petit bracelet avec un petit chip qui tu as du contrôle d'accès pour rentrer dans les festivals. Tu peux payer avec, tu peux partager sur social, tu peux, quand tu vas au ski, tu as une petite carte tu passes à travers des gates, etc. Tout ça, c'est la technologie qu'on fournissait avec la compagnie. Oh. Donc, en fait, tout le monde est passé at some point. Yeah. Tout le monde est passé à travers nos systèmes
Puis sans le savoir que c'était derrière. Ça s'appelait. Wow. Ben, ça s'appelle toujours, là, ça existe toujours. Connect and Go. Wow, OK. Et donc, est-ce que tu dirais que plusieurs des connaissances, le mindset que tu as d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu l'as appris dans ta carrière d'ingénieur Ouais, ben, pour l'immobilier, dans le fond? D'ingénieur, non, pas forcément, mais tu sais, comme d'ingénieur, c'était très, 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 très spécifique, là. Mais je te dirais que dans peut-être carrière d'entrepreneuriat là, ou intrapreneur, tu peux être entrepreneur et intrapreneur. Mais en gros, je pense que c'est vraiment ça, là, comme la boulimie de résoudre des problèmes. Puis de se dire comme, hey, à chaque fois qu'il y a quelque chose, et puis pas avoir l'adversité de se dire... fuck, ça m'est tombé dessus, tu sais, je me mets en petite boule, puis je vais me coucher, puis je vais attendre que ça passe. Tu sais, genre comme beaucoup de personnes avec le COVID ont fait, tu sais, le COVID nous tombe dessus, je me mets en petite boule, j'attends que ça passe, c'est passé, maintenant je relève la tête. Mais toutes les personnes qui ont fait des fortunes incroyables pendant le COVID, c'est des personnes que quand le COVID est arrivé, on fait comme, OK, comment je peux tourner ça en opportunité? Fait que c'est là que tu vois des choses que les autres vont pas voir. Lorsque tu es prédisposé à résoudre quelque chose, à résoudre un problème, dans le fond, c'est là que tu vois des... Parce qu'on a l'habitude de chialer pour tout. C'est vrai. Tu sais, il y a le COVID, puis les gens, ils chialent parce qu'il n'y avait que des offres multiples sur toutes les propriétés. Mais les gens, ils chialaient pas que le financement, finalement, c'était tellement walk in the park, c'était tellement facile avec des taux à 1,5, 2%, que, tu sais, ben oui, ben c'est normal. Si le financement est super facile... ben, Docteur Bloom peut acheter un immeuble à 6 logements sans vraiment faire grand-chose parce que lui, il a juste à amener le cash puis that's it, that's all, tu vois ce que je veux dire? Donc, le financement extrêmement facile, mais la prospection, du coup, un peu plus difficile parce que là, du coup, tu avais des offres multiples. Puis là, tout le monde chialait, ouais, mais là, on va attendre, les prix, ils pètent les plombs, etc. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt montent. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la prospection devient plus facile. Parce que là, il y a plus d'inventaire sur le marché, il y a plus... C'est plus facile de négocier avec les vendeurs, d'avoir des conditions spécifiques, d'avoir des procurations pour demander des permis à la ville et tout ça. Mais le financement est plus difficile. At some point, choose you hard. C'est ce que je dis toujours. Là. Comme, at some point, genre, choisis c'est quoi la difficulté que tu vas avoir, mais tu peux pas juste te plaindre de toutes les difficultés qui existent. Là. Tu peux pas te plaindre quand tu as un marché de vendeurs et plaindre quand tu as un marché d'acheteurs. D'un moment... Quand il y a des points négatifs, il y a toujours des points positifs. Et si tu es concentré sur les points négatifs, ben, tu vas pas voir ce qui est positif et donc automatiquement, ça te bloque en fait. Ça bloque les opportunités. Moi, j'ai un filtre là-dessus. Là. Je vois que les opportunités. Quand je vois vraiment un problème, genre, imaginons, tu es dans une file d'attente puis c'est tellement long, puis là, moi, ça arrête pas. Je me dis, t'imagines, là. Wow. Imagine, là, on ferait un magasin, puis là, t'aurais pas de file d'attente, puis là, ça commence à... T'es constamment... Ça roule, imagine, tu sais, comme c'est ça. Et ça, c'est tellement une force. C'est tellement une force. Parce que, comme je te dis, si on est concentré sur les choses négatives, ben, automatiquement, on les voit pas. Et soit tu subis la vie, soit tu vis ta vie. Soit t'es en mode stratégie, soit t'es en mode tragédie. Soit t'es en mode tragédie, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te tombe dessus, tu vas te mettre en boule, puis t'as peur, etc. Puis t'attends que ça passe. Soit t'es en mode stratégie de te dire, est-ce que je peux faire quelque chose? La météo, OK, il neige. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Let it go. That's it. Je peux rien faire, Chris. Genre, je peux-tu faire quelque chose? Ouais, c'est ça. Si je peux rien faire, je laisse faire. Exact. OK, mais si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Exact. 100%. C'est quoi d'autres forces que tu as? Je sais que tout ça, c'est des choses que tu maîtrises, vraiment avoir un mindset pour résoudre des problèmes, passer à l'action. C'est quoi d'autres choses que tu penses qui t'ont bénéficié dans ta carrière d'investisseur? Je pense que je suis curieux. Tu sais, genre, je m'intéresse à des choses. Tu sais, genre, tiens, il y a quelqu'un... Tu sais, par exemple, il y a une retraite de la meute multilogement de la MREX en fin de semaine. Puis, on a, je sais pas, tu connais Dragon's Den ou Shark Tank. Tu sais, comme les gens, ils pitchent quelque chose. Mais là, c'est la même chose, mais avec des projets immobiliers. Puis, tu sais, je suis comme toujours curieux. Là, et puis là, justement, c'est justement dans la gueule du loup. Donc, moi, je fais partie des investisseurs qui évaluent les projets et puis qui investissent. Puis, tu sais, je suis toujours très curieux de ça. Tu sais, comme, il y a quelqu'un qui va me présenter un projet de mini-entrepôt. Puis là, je suis comme, je connais fuck all le mini-entrepôt, là. C'est quoi, tu sais? Puis là, il te montre le plan d'affaires, le truc, etc. Puis tu te dis, c'est payant, tu sais, on se fend le cul en deux pour
à la fin, refinancer une propriété sur 50 ans, à jamais capitaliser. Puis là, tu vois qu'au final, tu fais 2, 3, 4 fois, 6 fois le rendement sur un petit projet. Puis tu sais, comme, là, t'es comme, attends, une minute, là. Genre, je me suis trompé dans la classe d'actifs. Puis et du coup, moi, ça m'excite. Genre, je suis excité par apprendre des nouvelles choses. Je suis comme, OK, ça a l'air super intéressant. Puis là, du coup, pendant 3-4 jours, je vais être en mode, il faut que j'apprenne tout ce que je peux sur le mini-entrepôt pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Puis après, tu sais, creuser. Puis après, soit péter la ballonne. Finalement, c'était pas aussi intéressant que je pensais. Mais tu sais, juste comme, je suis vraiment intense quand je suis laser focus, là. Je suis vraiment intense, puis j'aime apprendre des nouvelles choses. Donc ça fait partie des je pense, une des forces. Yeah. Tu sais, t'es arrivé ici, à Montréal. Est-ce que, bon, j'imagine que tu n'avais pas vraiment de personnes que tu connaissais ici. Je connaissais personne. Là. On sait que l'immobilier, les gens me disent que c'est un sport d'équipe, tu dois connaître des personnes, ça se fait beaucoup plus facilement. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est une facilité que tu as à former des relations avec les gens Ben, je pense que oui. Tu sais, le fait que je communique, que j'aime discuter avec les gens. Puis, moi, j'ai toujours, tu sais, que ce soit dans un partenariat ou que ce soit dans une relation, sois prêt à en donner plus sans attendre quelque chose en retour. Puis, il y a une phrase que je répète, genre, depuis que je la connais, depuis une semaine et demie, vient de Manu Lemire, puis qui disait quand tu parles, t'apprends rien. Puis ça, je trouvais cette phrase tellement forte. Wow. Quand tu parles, t'apprends rien. Ben oui, parce que tu dis quelque chose que tu sais déjà. Exact. Right? Wow. Donc quand tu parles, t'apprends rien. Mais quand t'écoutes, t'as la possibilité d'apprendre quelque chose. Ça se peut que t'apprennes quelque chose que tu connais déjà. That's fine. Mais t'as la possibilité d'apprendre quelque chose. Wow. Puis là, du coup, moi, je me suis dit, attends une minute. C'est quoi que je veux faire? J'aime l'immobilier, moi je veux m'entourer, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, mais moi je veux côtoyer des personnes là, genre qui sont incroyables. Genre vraiment, je veux m'entourer de ces personnes-là, puis pouvoir vraiment comme bénéficier de tout ça. Donc tu sais, moi j'ai un mastermind tous les matins à 5 heures avec une quinzaine d'investisseurs. On se partage, on a des ordres du jour, etc., des nouveaux trucs, les financements, des bidules. Je suis beaucoup impliqué avec la MREX parce que j'aime ça. Genre, je trouve que c'est pas un one-way process. C'est pas juste moi qui donne un cours sur de la densification, sur de la gestion de projet. C'est j'apprends autant de 30, 35, 40 étudiants qui sont avancés dans tel ou tel truc. Genre, lui, il a peut-être vendu sa promesse d'achat de 2 millions de dollars. Puis là, je suis comme, lui, il a fait ça. Lui, il fait du développement de 200 logements. Lui, il fait des mini-entrepôts. Lui, il fait des chalets, des maisons en Floride. Tu sais, puis moi, je me nourris de ça parce que, genre, comme, your network is your net worth. Tu sais, puis c'est vraiment ça. Puis je me dis, je peux tellement bénéficier de ça. Puis un autre truc... comme ça c'est peut-être lié à l'entrepreneuriat, j'ai déjà dit, mais je prends pas facilement un non pour une réponse. Je suis très têtu. Tu sais, par exemple, on me dit c'est pas possible. Moi, je suis le gars qui va continuer à taper 25 fois dans le même coin jusqu'à temps que ça fonctionne. Tu sais, puis par exemple, en financement, on me dit ben là, Denis, là, tu sais, genre en conventionnel, ça marchera pas. OK, ça marche pas. OK. Puis là, je vais voir une autre personne. Hey, ça marche-tu en conventionnel? Non. OK. Ça marche-tu en conventionnel? Non. Ça marche-tu en conventionnel? Non. Ça marche-tu en conventionnel? Non. Ça marche-tu en conventionnel? Peut-être. Peut-être. Intéressant. Vas-y, dis-moi. Peut-être t'as dû avoir 10 noms. J'ai peut-être parlé de 10, c'est ça? Wow. Puis du coup, c'est peut-être ça. Je suis très têtu aussi dans je sais pas, des fois, c'est un avantage, un inconvénient. Là. Oui. Est-ce que tu penses que c'est... Je t'ai entendu dire dans un autre podcast d'enfants que 95% des promesses d'achat que tu signes, tu les closes. Ouais. C'est une très bonne moyenne. Comment est-ce que tu fais pour en arriver là? J'imagine que l'une des caractéristiques, c'est que tu ne prends pas non pour une réponse. Tu vas vraiment chercher à savoir comment est-ce que tu peux closer la transaction. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place pour vraiment t'assurer que les transactions que tu prends, tu les closes? Ben, regarde, moi, je vais te le dire très sincèrement. Quand j'appelle, puis comme je te l'ai dit, il y a 11 des 12 dernières propriétés que j'ai achetées là, qui étaient sur Centris. Donc, j'appelle des courtiers. OK? Puis le pitch, c'est ça. Je veux pas faire perdre de temps, ni à toi, monsieur le courtier, ni au vendeur, ni à moi.
Donc, tu sais ce que je vais faire? Si t'as un petit 20-30 minutes, là, je vais te poser des questions. Pourquoi? Parce que moi, toute ma due diligence, je la fais avant. Moi, mon but, c'est vraiment pas faire perdre de temps à personne. Je veux pas faire une promesse d'achat à l'aveuglette, puis perdre du temps à la visite, puis essayer de renégocier, bidule, puis repasser à l'inspection, puis finalement se retirer, etc. Ça fait perdre du temps à tout le monde, au final. Moi, je close 95% des promesses d'achat que je dépose. Parce que je fais toute ma vérification diligente avant. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que... Mais par contre, j'ai besoin de ta transparence. Tu sais, j'ai besoin que tu me dises c'est quoi les vraies affaires. Tu sais, ça fait 200 jours qu'elle est sur le marché. Pourquoi ça se vend pas? C'est quoi l'activité qu'il y a eu sur la propriété? Ah, OK, il y a eu des promesses d'achat, il y a eu des visites. Ah, des fois, ça n'a pas marché au niveau de la visite. OK, il y a eu de l'inspection. OK, y a-t-il quelque chose qui a été décelé au niveau de l'inspection? S'il n'y a pas quelque chose, tu sais, dis-moi. Sinon, on va perdre notre temps. Puis, moi, je vais faire les exercices, tous les chiffres, etc., en fonction de ma truc. Puis, voici le prix que je suis prêt à donner. Puis, si tu me dis, ah, mais Denis, tu sais, mon vendeur, il n'est pas prêt. OK, pas de problème. Pas de stress. On se reparle dans un mois ou dans un mois et demi. Puis, moi, je suis très, très fort dans les suivis. Pas de problème. Je me mets une note dans le calendrier. On se reparle dans un mois et demi. Ah, t'as une promesse d'achat acceptée? C'est quoi les délais de ta promesse d'achat? Je refais un suivi après l'inspection pour voir si c'est pas tombé. Donc, je suis très bon dans les suivis. Puis, je suis très stiff là-dessus. Pourquoi je notarie 95% des promesses d'achat que je dépose? Parce que voici le prix que je suis prêt à payer selon mes paramètres. Si le vendeur n'est pas prêt, s'il est prêt, écoute, s'il est prêt, on va notarier, on va se voir chez le notaire. À moins que, bien sûr, on fasse l'inspection, puis crime, on n'avait pas vu qu'il y avait un mur qui était prêt à tomber, puis personne n'avait vu ça, etc. Puis là, on va peut-être renégocier quelques termes. Mais si, basé sur toutes les informations que tu m'as données, je t'offre un prix, je te renégocierai jamais. Mais par contre, si tu veux closer, c'est ça le truc. Si tu veux closer, ben, il faut que tu acceptes mes conditions. Fait que tu arrives, dans le fond, tu es très transparent, tu arrives préparé, et ça donne une certaine tranquillité d'esprit, en fait, au vendeur, dans le fond. Ben, parce que c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, il y a aussi une certaine, je sais pas, un track record, tu sais, T'as de la crédibilité aussi. Une certaine crédibilité. Tu sais, comme, moi, je veux pas faire perdre de temps à personne. C'est ce que je dis toujours. Je veux pas te faire perdre de temps ni à toi à écrire des promesses d'achat, puis finalement que ça donne rien, ou à déranger tous les locataires pour faire des visites alors que ça donne rien. Comme, dis-moi tout le pédigré. Pourquoi le vendeur y vend? Qu'est-ce qu'il va faire de cet argent-là? Est-ce qu'il va partir en vacances? Est-ce qu'il va le donner à ses enfants? Est-ce qu'il va le placer à la bourse? Est-ce qu'il va faire un truc? Ça fait combien de temps qu'il a la propriété? Est-ce qu'il y a des bobos? Est-ce qu'il y a des challenges avec les locataires? Est-ce qu'il y a des dossiers avec les régies de logement ou quoi que ce soit? Le plus que tu es transparent, le moins que j'aurais besoin de soit de renégocier, soit de modifier des conditions de ma promesse d'achat après les visites et l'inspection. Vraiment sharp. Écoute, un autre sujet, le marché d'aujourd'hui, un marché qui requiert beaucoup de personnes à aller vers le financement créatif. Une chose dans laquelle tu as de l'expérience. Quels sont des trucs et astuces que tu aurais pour ceux qui nous écoutent pour trouver du financement? Que ce soit pour n'importe quel type de projet. Tu travailles à Montréal, dans le fond. Fait que pour ceux qui aiment travailler dans le secteur de Montréal, c'est quoi des trucs et astuces que tu aurais? Ben, regarde, c'est marrant, je vais péter une bulle. Le plus difficile n'est pas le financement. C'est ta stratégie de sortie. Il y a tout le monde qui pense que c'est difficile d'acheter un immeuble parce que les taux sont élevés ou le financement est difficile. Non. C'est parce que ta stratégie de sortie n'est pas assez bonne. Un prêteur va toujours te prêter pour savoir comment tu vas le rembourser, comment tu vas le clearer. Right? Donc, si tu achètes une opportunité, puis que ton plan, c'est quoi? C'est ta stratégie d'optimisation, d'augmentation de valeur, etc., est vraiment solide, là. Tu vas en trouver 50 des prêteurs pour l'acheter. Donc, le truc qu'il faut toujours regarder, c'est quoi ma stratégie de sortie? Donc là, par exemple, j'achète un immeuble, je fais une optimisation, ma stratégie de sortie, c'est par exemple la SCHL. OK, la SCHL. Là, est-ce que j'arrive à ressortir toutes les billes? Est-ce que j'arrive à ressortir tout l'argent que j'ai investi, plus les travaux, non? Yes? Good. Puis là, tu n'auras pas de problème à acheter l'immeuble, là. Quels que soient les revenus, que les revenus soient bas, que les taux d'intérêt soient hauts, que ça soit whatever, parce que ta stratégie de sortie fonctionne. Donc là, ça va arriver quand on parle de financement créatif? Ben, ça peut être soit des prêteurs alternatifs, donc Banque Équitable, Arbor, Peak Hill, tu sais, t'en as plusieurs, là. C'est des prêteurs alternatifs qui te financent à la fois des travaux, qui te financent à la fois l'acquisition, quel que soit
l'état actuel, même si la valeur économique de la bâtisse au jour 1, c'est 100 $, ils s'en foutent parce qu'ils regardent c'est quoi ta valeur future. Donc, tu as des optimisations comme ça. Après, dans les financements, tu as aussi, par exemple, les vendeurs. Tu sais, les vendeurs, faut s'imaginer que, comme, lui, tu sais qu'il va avoir de l'argent. Tu sais, comme, tu achètes ta bâtisse, tu sais c'est quoi son montant d'hypothèque, tu sais c'est quoi le truc, etc. Tu pourrais faire partie du deal en disant, ben regarde, après l'inspection, il y a vraiment des rénaux à faire. Il y en a pour 200 000 $. Au lieu d'essayer de rebargainer le prix et de négocier le prix, ben essaye de négocier un prêt du vendeur de 200 000 $. Ou alors tu lui dis, regarde, 100 000, 100 000. Fais-moi un prêt de 100 000. Moi, je vais mettre 100 000 dans ma poche pour faire les travaux de 200 000. Comme ça, on garde ton prix, mais je vais chercher un prêt. Donc, des fois, tu peux avoir du financement comme ça d'un vendeur. Bien sûr, après, les garanties, ça dépend ce que tu donnes. Donc, au final, le financement, c'est pas la chose la plus complexe. La chose la plus complexe, c'est d'avoir un plan qui se tient et une stratégie de sortie qui fonctionne. Les gens veulent savoir comment ils vont se faire payer, en fait. Exact! Et si ça, c'est clair et c'est du noir sur blanc... Et qui a assez de buffer, qui a assez de marge un petit peu, tu sais, comme au niveau de contingence, au niveau de, je sais pas, des rénovations, des taux d'intérêt, des loyers, de plusieurs, du délai. Si ça fait du sens, il y a tout le monde qui va embarquer dans ton projet. Les banquiers, les prêteurs alternatifs, tout le monde. Si ton plan fait du sens, c'est que ta stratégie de sortie est claire. Et que tu as peut-être une stratégie de sortie A, B, C, D, E. Tu sais? Wow. Fait que le plus que tu es préparé, le plus que tu sais, en fait, the more you know your things, le plus que tu es informé, dans le fond, le mieux. Mais en fait, je te dirais, le plus que tu présentes, nous, c'est clair. Regarde. Je vais prendre un cas très concret. On achète un immeuble qui est où le voisin est passé au feu, etc. Bref. Puis, en gros, on achète cet immeuble-là. Puis, on a 3-4 plans de sortie. Soit on le répare, on fait le rough, puis on le vend comme ça à un entrepreneur. Soit on le finit et on le met en locatif. Soit on le finit et on le vend en condo en divise. Ou soit on le finit et on le vend en condo divise. On a 4 plans de sortie possibles sur cet immeuble-là. Puis, les rendements fluctuent envers chacun. Et puis, à chaque fois, tu as des risques de marché. Les taux d'intérêt baissent. Du coup, le marché du condo va monter parce que c'est plus facile d'acheter un condo. Les taux montent. Mais du coup, les loyers augmentent. Donc, du coup, le parti locatif est plus intéressant. Donc, tu sais, tu as plusieurs petites choses comme ça où... Tu fais ton analyse, c'est quoi tes 3-4 plans de sortie, puis après, il y a tout le monde qui va vouloir embarquer dans ton projet avec toi. Qu'importe la situation, vous êtes capable de vous adapter en conséquence. Tant que tu présentes à des investisseurs un scénario 2 sur 5. 5 étant le plus optimiste, 1 le plus pessimiste, parce qu'il faut bien que ça fonctionne, Chris. Genre, Non, c'est... si tu présentes quelque chose... Excuse-moi. Si tu présentes quelque chose qui est tellement noir qu'il n'y a personne qui veut embarquer dedans, laisse faire. Donc, tu sais, nous, on présente un 2 sur 5 comme ça. Tu as quand même 3 chances de plus pour surperformer ton scénario initial. Et comme ça, si tu as un petit dépassement de coût, par exemple dans les rénaux ou quoi que ce soit, ça va peut-être être comblé par les taux d'intérêt où tu as été trop conservateur. Ce que je veux dire, c'est comme une table de mixage. J'aime bien dire ça comme ça. Tu as 5 petits paramètres que tu montes de haut en bas là, en étant le plus optimiste, moins optimiste. Essaye que la moyenne soit à peu près 2 sur 5, comme un pessimiste réaliste. Puis, tu peux pas tout contrôler. Tu sais, il y en a plein qui passent pas à l'action. Pour revenir à ta question de tantôt, il y en a plein qui passent pas à l'action parce qu'ils essayent d'avoir une certitude absolue. Puis ça, c'est très important, il faut écouter. Une certitude absolue dans le résultat. Mais la réalité, là, c'est que l'immobilier, c'est pas une game d'échecs où tu vois toutes les pièces en face de toi. C'est une game de poker où tu joues les probabilités. Ça se peut que tu aies 80% de probabilité de réussir, puis que tu tombes sur un roi au river, puis que tu te fasses clearer, puis that's all. Mais c'est un jeu de probabilité. Il faut jouer avec les cartes que tu as dans la main, puis il faut jouer avec des probabilités 60%, 40%, 30%, 50%. Tu n'as pas toutes les cartes. Tu vois pas toutes les cartes. Si toutes les cartes étaient dévoilées, ce serait facile de prendre des décisions parce que tu aurais 100% de certitude. Mais non, il faut penser en probabilité tout le temps.
Wow. Puis ça se peut que des fois, les probabilités sont bonnes, puis que tu te plantes quand même. Ben ça, c'est un Black Swan event. Tu sais, genre, ça arrive. Tu sais, Wow. c'est quand même... Fait que l'immobilier, c'est pas une game d'échecs, c'est une game de poker. Ouais. Wow. C'est puissant, ça. Ah, mais ça, c'est un livre qui est super intéressant de Annie Duke, qui s'appelle Thinking in Bets, donc penser en probabilité. Puis c'est super intéressant parce que la réalité, c'est que tu peux pas prévoir dans 5 ans ce sera quoi les taux d'intérêt. Yeah. Tu peux pas prévoir dans 5 ans ce sera quoi le TGA. Tu peux pas prévoir dans 5 ans ce sera quoi la vacance, les taxes municipales. T'en sais rien. T'en sais rien. Et puis si tu commences à ne pas prendre de décision maintenant ou pas passer à l'action aujourd'hui parce que tu sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, crime, arrête tout, là. That's it. Il n'y a aucune certitude. Même la retraite n'est pas certain. Là. Il y en a plein qui disent « Ah, je cotise pour la retraite. » Mais tu crois que dans 50 ans, là, la retraite existera encore? J'en sais rien. Moi, je suis quitté la France à cause de ça. J'étais persuadé que la retraite n'allait plus exister. Wow. Je disais, je vais me faire ma retraite moi-même, c'est sûr. Yeah. Wow. Et donc, je veux dire, il y a tellement d'incertitudes, tu ne seras pas plus sûr dans 5, Non. 10, 15 ans. Je veux dire, dans 10 ans, tu seras encore incertain de qu'est-ce que le taux va ressembler 5 ans plus tard. Genre. Ben, c'est ça. Fait que tant qu'à y être, c'est Il juste faut juste jouer en probabilité. être confortable. Est-ce que les probabilités sont en ma faveur? Yeah. Et d'être le mieux informé, en fait. Ben oui, parce que Dans le sens après, que- tu peux influencer. Tu sais, il faut calculer les probabilités. C'est Tu sais, ça, dans le c'est poker, ça. tu calcules les probabilités avec le knowledge. Yeah. Fait que vraiment, d'être informé dans chaque probabilité, voici tel scénario se passe, on fait ça, tel scénario se passe, on fait ça. Et le plus que tu as d'informations, le plus que le vendeur, il y a une tranquillité d'esprit, le plus que celui qui peut financer ton projet, il est certain, et c'est là que Ben oui, va c'est ça. devenir. C'est ça? Wow. Écoute, pour ceux qui désirent se lancer, c'est une question Ouais. que je vais me poser. Il y en a qui nous écoutent, qui n'ont aucune expertise. Ils te voient, toi, ça fait longtemps que dans l'immobilier, tu as du succès. 3, 5... En fait, je vais te le poser comme ça. Si tu devais tout recommencer, Ouais. de zéro, OK, tu n'as pas le réseau que tu as aujourd'hui, tu n'as rien, mais tu as la connaissance. En 5 étapes, comment tu te lances? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ben, dans le fond, est-ce que j'aurai un certain capital initial ou pas? Bon, Rien. T'as rien du tout. J'ai rien. Sweat. T'es là, tu nous écoutes sur... yes, that's it. Tu nous écoutes là sur Instagram. Ah, t'es mais donc comme, j'ai OK. quand même un téléphone. T'as un téléphone, yeah. Mais dans le fond, je te dirais, déjà maintenant, t'as un téléphone et ChatGPT, t'as tout ce que tu... T'as tout. mais anyway, blague à part. Mais déjà, moi, ce que je dis toujours, c'est je définirais c'est quoi mes forces. Mes forces, c'est quoi? C'est la communication. Puis, c'est de travailler fort, puis de me sortir, etc. Donc, tu sais, et puis j'ai la connaissance. La connaissance, c'est une force, tu sais. Puis ça se monétise. Donc, en gros, première chose que je ferais, c'est je dirais comme, OK, tu sais quoi? La réalité, c'est que quand t'as le deal, c'est la chose la plus importante. Puis des fois, la majorité du temps, le deal ne requiert pas d'argent. Écoute, imagine l'immobilier, à quel point c'est un truc incroyable. Tu peux faire un paquet d'étapes, tu peux déposer des promesses d'achat, tu peux faire un paquet de trucs sans mettre une seule scène sur la table. C'est quand même, t'imagines que c'est quand même, tu sais, c'est pas du e-commerce. Le e-commerce, il faut que tu achètes un nom de domaine, il faut que tu fasses des trucs, il faut que tu achètes du stock, il faut que tu fasses des bidules, etc. C'est un investissement initial. L'immobilier, tu peux quasiment, là, puis OK, je te passe le détail de genre l'inspection, etc., mais tu peux quasiment aller jusqu'au notaire sans avoir mis une seule scène de ta poche. OK? Donc, en gros, si je devais tout recommencer, ben, tu sais, genre, j'essaierais de me concentrer sur, par exemple, un secteur, imaginons Montréal, là, imaginons Saint-Henri ou whatever. Regardez c'est quoi des anomalies de marché. Donc là, je marcherais dans les rues parce que j'ai pas de vélo, j'ai pas d'auto, j'ai rien. Hein. Tu m'as dit, j'ai sweat fuck all. Donc je marcherais dans les rues, puis là, je regarderais comme, ah, voilà, t'as un immeuble avec un garage, un immeuble avec un garage, un immeuble avec un garage. Ah, un immeuble avec un logement. C'est bizarre, là. OK. Il a transformé le garage en logement. Ou alors, par exemple, t'as un immeuble de 2 étages, 2 étages, 2 étages, hop, 3 étages. 2 étages, 2 étages, 2 étages, 3 étages. C'était comme, OK, c'est une anomalie de marché. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça, c'est rempli au Québec, tu sais, rempli. Ou alors un immeuble, ce que j'aime bien dire avec de l'optionnalité, c'est genre, tu vois un immeuble, et hop, un petit terrain vacant, un immeuble, et tu te rends compte qu'en cherchant sur Internet, parce que tu m'as dit que tu avais un téléphone, en cherchant sur Internet, ben, que c'est un lot double. C'est-à-dire que l'immeuble, par exemple le triplex qui était là, ben,
le terrain lui appartient aussi. Donc, il y a 2 superficies, donc techniquement, tu pourrais construire quelque chose. Donc, en gros... Première étape, tu dis que tu regarderais pour les inconsistances dans les rues. Ouais. Genre, je marcherais peut-être à journée longue, je courrais, whatever, là, à journée longue, juste pour analyser les anomalies de marché sur un secteur spécifique. OK? Une fois que j'en ai décelé une, donc par exemple, on prend l'exemple de, je sais pas, le garage. Genre, ou alors le terrain à côté, whatever. Le garage. Le garage que je pourrais transformer en logement. Donc là, je regarderais, OK, ben, donc du coup, si lui, il l'a fait, ça fait-tu du sens? Puis là, je regarderais. Puis là, après, ben, en gros, je ferais de la prospection. Alors, soit via un courtier, soit moi-même. Mais si j'ai pas d'argent, tu sais, je pourrais utiliser un courtier en lui disant, regarde, si tu closes, etc., ben, tu sais, la rétribution va être payée par le vendeur. Donc, moi, ça me coûte rien. Puis, tu sais, genre, on se met ensemble, puis on va contacter tous les immeubles. Tu peux le faire soit tout seul avec le JLR, mais soit avec un courtier. On va contacter tous les immeubles qui ont un garage en demi-sous-sol à gauche que je pourrais convertir en logement sur cette rue-là, cette rue-là, cette rue-là, cette rue-là, cette rue-là. Donc là, on ferait ça. Fait que là, un deal vient de se transformer en peut-être plusieurs deals. Peut-être plusieurs deals. Puis ici. là, moi, j'ai fait les calculs avant parce que j'ai la connaissance. Tu m'as dit que je la gardais. Donc, j'ai fait les calculs avant. Je sais que c'est profitable. Je sais qu'à chaque fois que je rajoute un logement, il faut comprendre que quand tu augmentes le loyer, imaginons, je passe de 900 $ à 1 200 $. Dans le fond, tu augmentes de 300 $ fois 12, ça fait 3006. OK? Disons avec un multiplicateur de 20, tu as augmenté la valeur de 70 000. OK? Si tu mets 25 000 de rénovation ou 30 000 de rénovation intérieure, au final, tu as augmenté la valeur de peut-être 40 000, financement, etc. So-so. Mais quand tu rajoutes un logement, tu passes pas de 900 à 1200, tu passes de 0 à 1200. Donc là, de 0 à 1200, ça fait 1200 d'augmentation, ça fait 14 400 par année. 14 400 par année fois 20, au final, tu as augmenté de près de 288 000 la valeur de la bâtisse. Donc, tu pourrais bien mettre 100 000 $ pour rénover puis aménager ton logement, que tu serais encore 180 000 $ dans le profit. OK? Je sais pas si c'est clair, j'ai dit plein de chiffres en même temps, mais en gros, quand tu rajoutes des logements, c'est extrêmement payant. Tu sais, quand tu convertis dans des garages, c'est extrêmement payant. Donc, en gros, moi, je regarderais cette anomalie de marché-là, je ferais ça, je ferais mes chiffres, ça fonctionnerait. Donc là, je me retrouve avec un agent d'immeuble qui prospecte avec moi. Là, genre, je shoot partout. Là, genre, je regarde les annonces, les pancartes à louer où il y a le numéro du propriétaire dessus, etc. J'essaierai d'aller chercher le plus d'informations possible jusqu'à temps que je dépose des promesses d'achat. Puis une fois que j'ai la promesse d'achat, la réalité, c'est une fois que tu as la promesse d'achat, que tu as la stratégie, que tu peux prouver à quelqu'un qui va faire de l'argent, sois prêt à en donner plus. C'est ton premier deal. T'as rien, t'es fuck all. C'est pas toi qui as l'argent. Si t'as pas l'argent, t'as pas de deal, right? Hein? Il y en a beaucoup qui disent, mais là, l'argent, ça vaut rien. Ça vaut quelque chose, Chris. Si t'as pas d'argent, tu fais pas de deal, right? Sois prêt à en donner plus. T'sais, même si je me dis dans ma tête, hey Denis, là, je vais tout faire dans ce projet, là. Ça vaut bien 70% de l'immeuble, ben donne 50. Fais 50-50. Ou donne-en 60, Chris, pour le premier immeuble. Mais au moins, tu seras propriétaire de l'immeuble. Tu comprends? Donc, j'en donnerai plus à mon premier au deal, au partenaire passif, pour créer une relation, puis après continuer à bâtir. Dans le marché. Puis... À rentrer, à mettre un pied dans le marché, puis là, je fais un premier projet, puis le premier projet, ça se passe tellement bien que l'agent, finalement, il te réfère d'autres deals, il te réfère d'autres argent, qu'avec le financier, ça a bien été, t'as une belle rigueur, t'as été sérieux dans tes analyses, tu as été réactif quand tu lui as donné les documents, tes avis de cotisation, tu es organisé, etc. C'est pas fouillis. Il veut continuer à travailler avec toi, il va te donner des nanas au prochain financement, tu sais, etc. Un projet emmène à un autre et c'est comme ça que tu démarres, en fait. Ouais. Vraiment sharp. Écoute, l'interview tire à sa fin. Où est-ce que tu te vois, en fond, dans 5 ans? Je veux dire, ça se passe super bien. Il y a une transaction qui est en train de clôturer présentement. Ouais. Un assez beau building à Montréal. Ouais. Les choses avancent super bien, comme je te dis. Où est-ce que tu te vois là, dans 5 Ben, c'est un petit peu... j'ai de la difficulté à me projeter aussi loin. Yeah. Okay, Pourquoi? okay. Parce que, en fait,
je fais beaucoup d'analyses rétrospectives à regarder, genre, qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières années. Et je me rends compte que ça grossit tellement que, genre, il y a 5 ans, ben, c'est pas compliqué. Regarde, le premier immeuble que j'ai acheté, c'est en 2016. Wow. Donc, c'était il y a 7 ans, disons. OK? Puis après, le deuxième immeuble que j'ai acheté, c'était en 2018-2019. Donc, tu sais, 2019, imaginons, on prend par exemple 2019, ou disons, fin 2018, début 2019, c'était il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, j'avais 12 portes. Tu avances à une vitesse et donc, en fait, exponentielle. Donc, est-ce que j'aurais deviné il y a 5 ans où est-ce que je serais aujourd'hui? C'est impossible, tu comprends? Yeah. Par contre, il y a des choses que, tu sais, comme que je veux, tu sais, accomplir dans ma vie, puis peut-être que c'est un objectif maintenant et peut-être que cet objectif-là, il va changer plus tard, tu sais. Mais tu sais, je lui avais dit, ben là, c'est un objectif pour cette année, je veux un actif patrimonial, un actif trophée, là, genre comme quelque chose que, Chris, tu passes à côté, t'es comme, tu sais, genre le 1 place Ville-Marie, là, tu sais ce que c'est, là. Le One Square Phillips de Briviat, tu sais ce que c'est. Le Mansfield, tu sais ce que c'est. Le Maestria, tu sais ce que c'est. Tu sais, c'est genre comme, tu passes à côté, t'es comme, wow, quel bel actif, tu sais. Ça, c'est un débutant, dans le fond, d'avoir ça, j'aimerais bien, ça, j'aimerais bien avoir 2-3 actifs vraiment, genre, trophées, là, genre, fuck, tu passes à côté, t'es comme, wow, OK, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable pour vraiment laisser sa trace à Montréal. Nice. Et pas juste être un investisseur qui a acheté des 6 logements en ligne à Verdun, tu sais. Donc ça, c'est ça. Donc peut-être que c'est me remettre dans la construction neuve. J'en ai fait de la construction neuve, mais comme j'avais fait une petite pause, puis là, est-ce que c'est remettre dans la construction neuve ou alors est-ce que c'est faire une grosse conversion d'un immeuble commercial en logement ou whatever, quelque chose. Donc, il y a la partie trophée. Je veux aussi... tu sais, je veux vraiment aider et puis redonner, puis faire des partenariats. Donc, je fais beaucoup de partenariats. Ça m'arrive. Pour l'instant, je suis focusé dans les partenariats, mais je veux aussi vraiment peut-être m'impliquer plus en tant qu'ange investisseur. Tu sais, de se dire comme, j'aimerais donner un coup de pouce à des personnes pour démarrer, qui ont des idées brillantes, et puis tu sais, comme... Être plus passif, dans le fond. Peut-être un petit peu plus passif, tu sais. Puis ça serait peut-être un secteur, tu sais. Puis ça peut être à la fois dans l'immobilier comme dans d'autres domaines. Peut-être que moi, à un moment, je regardais vraiment à investir, comme à acheter une terre agricole en République dominicaine. À faire cultiver des papayes. Tu sais, Puis, tu sais, c'est comme des choses comme ça où tu te dis... C'est quoi que les gens ont besoin? C'est quoi les problèmes du futur? Tu as l'écologie, t'es encore dans la résolution de problèmes. Là. Ouais, c'est ça, les crypto-monnaies, les trucs, etc. Puis je suis investi dans tout ça, mais c'est se dire comme, c'est quoi qui va répondre à des questions dans le futur? Je suis comme, puis, je suis comme, j'aurais le goût d'être peut-être plus impliqué dans le crypto, être plus impliqué dans l'agriculture, peut-être ouvrir quelque chose dans le terme de la santé. Je sais pas, une résidence de personnes âgées ou autre, mais tu sais, quelque chose de différent. Je veux pas juste comme rouvrir un petite crise de genre McDonald's qui fait la même chose, qui fera la même chose pendant toutes les années, pendant 10 années, il fera encore la même chose, il y aura encore le Big Mac dans 10 ans, puis ça sera pareil. Quand je me lance dans quelque chose, c'est vraiment pour... T'es innovateur, en fait. Pour résoudre un problème. C'est quoi le problème en ce moment? Puis moi, je veux arriver avec quelque chose vraiment de nouveau. Et vraiment, c'est pas tous les invités qu'on réinvite, mais je pense vraiment qu'on va se redonner un autre rendez-vous. C'est gentil. Ben, peut-être pas dans 5 ans, là, c'est ça. Mais peut-être que dans un an, il y aura déjà beaucoup de choses qui auront bougé. Donc, je te remercie infiniment pour l'invitation. Puis j'en suis sûr que ça a créé beaucoup de valeur. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vont... Mais c'est un truc que je demande à chaque fois, après chaque podcast, pour moi, qui est super important. Si tu veux partager quoi que ce soit aussi. Knowledge is not power. Knowledge plus action is power. Donc, vous avez eu peut-être un paquet de golden nuggets, là, un paquet de petits trucs que vous avez appris, que vous dites « Ah, c'est que c'était intéressant. » Puis moi, ce que je veux, là, c'est que ça soit sur YouTube, Instagram, etc. Là, mettez en bas dans les commentaires une chose que vous avez apprise et une chose que vous allez appliquer à partir de la semaine prochaine. Puis tu sais, je veux pas que ce soit encore un truc que tu écoutes dans la voiture, puis tu es comme « Ah ouais, cette personne, tu sais, c'est comme la motivation, là, genre, ils vont au gym, là, ils écoutent un truc de motivation, puis ils sont comme, ils sont craqués pendant 7 minutes et quart, puis après, ils oublient, tu sais. Tu sais, non, arrête
d'être craqué pendant 7 minutes et 15 secondes, comme prends le temps de commenter la vidéo, prends le temps de partager, prends le temps de whatever, en disant c'est quoi un key takeaway, genre une chose que tu te dis, asti que ça, demain matin, je vais le faire. Yes. Puis Parce que si tu passes pas là. l'action, ça sert à rien. Franchement, t'as perdu ton temps. T'as perdu 1 heure de ton temps si tu passes pas l'action après ça. That's it. Le but, c'est vraiment d'acquérir dans le fond la connaissance pour passer à l'action. Ben oui. Parce que sans passer à l'action, Si tu passes pas ça l'action va rien. après avoir écouté cette heure de podcast-là, là, je te dis que t'as perdu ton temps. Hey, merci. Merci beaucoup. Ouais.